Docteur Synapse. Le diabète de type 1 est une pathologie auto-immune qui cause la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans, causant ainsi une diminution de la sécrétion d'insuline. Aujourd'hui, nous allons traiter l'une des complications majeures du diabète de type 1, qui est l'acidocétose diabétique, que j'appellerai ici la famine de surabondance. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Imaginons un vaisseau sanguin. En haut à gauche, je vais tracer une cellule issue d'un sujet non diabétique. La taille de cette cellule va être proportionnelle à ses besoins. Au niveau du vaisseau sanguin va circuler le glucose. Rappelez-vous que l'insuline est une hormone nécessaire pour faire rentrer le glucose dans la cellule et activer la glycolyse. Sa quantité va être représentée ici par le nombre de bras qui permet à la cellule de manger le glucose. Un sujet non diabétique possède alors suffisamment d'insuline, voire de bras, pour que la cellule soit rassasiée. Passons maintenant à la situation du diabète de type 1. Même cellule, avec même besoin, mais diminution de la quantité d'insuline et donc de bras. La cellule aura faim et la quantité de glucose augmente dans le sang, entraînant une hyperglycémie. On comprend alors que l'une des causes d'acidocétose diabétique est l'insuffisance en insuline et le diabète de nouveau. Cette fois-ci, je vais représenter une cellule issue d'un diabétique de type 1, mais qui est en plus exposée à un stress. Les besoins de la cellule vont ainsi augmenter. Si la quantité d'insuline est diminuée, c'est-à-dire que le nombre de bras est diminué et que la cellule a encore plus faim, ceci entraînera une hyperglycémie encore plus importante. Cet exemple correspond à la situation la plus fréquente d'acidocétose diabétique. Les causes les plus fréquentes d'acidocétose diabétique étant l'infection gastro-intestinale, urinaire ou pulmonaire, les intoxications telles que la cocaïne et l'infarcissement comme l'infarctus pulmonaire ou l'AVC qui sont moins fréquents. Il est extrêmement important de différencier deux situations cliniques qui sont deux complications principales du diabétique de type 1 qui sont l'acidocétose diabétique et l'hypoglycémie. Pour la concentration de glucose, elle est augmentée lors de l'acidose diabétique, diminuée lors de l'hypoglycémie. La capacité d'utilisation du glucose au niveau périphérique est défaillante lors de l'acidocétose diabétique et maintenue lors de l'hypoglycémie. Concernant l'utilisation du glucose par le cerveau, elle est maintenue dans les deux situations. L'explication physiologique de l'acidocétose diabétique est la diminution de la capacité d'utilisation du glucose au niveau périphérique. La diminution de l'insuline associée à un stress, c'est-à-dire augmentation du glucagon, des catécholamines, voire du cortisol, vont être responsables de la décompensation du diabétique. Le corps va se tourner vers d'autres sources d'énergie, telles que les adipocytes, et au niveau des muscles, les protéines. Le convertisseur d'énergie principal du corps étant le foie, qui est notre prêteur sur gage. La diminution de l'insuline associée aux hormones de stress vont entraîner la lipolyse. On aura ainsi le glycérol, des acides gras libres, mais aussi la libération de cytokines inflammatoires, dont le rôle va être détaillé plus tard. Le glycérol, quant à lui, va permettre la néoglucogénèse. Les acides gras libres vont subir une bêta-hydroxylation, permettant la formation d'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A peut soit rentrer dans le cycle de Krebs pour former de l'énergie, ou passer dans la cétogénèse. Malheureusement,
on a une accumulation très importante d'acétylcoenzyme A. Le cycle de Krebs va être dépassé. L'acétylcoenzyme A passe vers la cétogénèse, permettant la formation d'acide acétoacétique qui va être converti soit en acétone ou en bêta-hydroxybutyrate. Notez que l'acétone n'est pas un acide. La déficience en insuline va aussi agir au niveau des muscles pour entraîner une protéolyse permettant la libération d'acides aminés et la néoglucogénèse. Ces variations hormonales vont aussi stimuler la glycogénolyse. Cette famine de surabondance, la néoglucogénèse ainsi que la glycogénolyse vont entraîner à eux trois une hyperglycémie, une diurèse osmotique et pour finir, la déshydratation clinique du patient. Je vais dessiner ici un patient diabétique de type 1 souffrant d'acidocétose diabétique. Nous allons réaliser un lien entre ces différentes modifications biochimiques et la clinique. L'hyperglycémie va entraîner au niveau central une polydipsie et une polyphagie. Au niveau urinaire, l'hyperglycémie entraînera une polyurie, une glycosurie. Les cytokines inflammatoires libérées lors de la lipolyse peuvent entraîner les nausées, les vomissements, qui peuvent aggraver la déshydratation, mais aussi les douleurs abdominales. Concernant la cétogénèse, notez d'abord que l'acétone n'est pas un acide. Le bêta-hydroxybutyrate ainsi que l'acide acétoacétique correspondent aux deux acides qui sont responsables de l'acidose métabolique du patient, à trop anionique augmenté bien sûr. Une petite parenthèse, il faut être extrêmement vigilant lors de l'utilisation des bandelettes urinaires. Celles-ci détectent l'acide acétoacétique ainsi que l'acétone, et non le bêta-hydroxybutyrate qui est l'acide le plus puissant. Cette acidose métabolique va être responsable au niveau pulmonaire d'une respiration ample appelée dyspnée de Kussmaul et d'une haleine particulière due à l'acétone. Retenez que les causes les plus importantes de décompensation étant l'infection pulmonaire, gastro-intestinale et urinaire. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.